Donc on va dire le principe de tessellation en fait c'est vraiment de créer de la géométrie parce que historiquement il y a un gros goulot d'étranglement qui se fait entre au niveau du bus PCI sur les machines qu'on a, hein. C'est-à-dire qu'entre votre mémoire centrale et le GPU, c'est là où il y a le plus gros goulot d'étranglement quand on fait du rendu du temps réel. Euh, Première chose qui s'est faite, c'est l'utilisation des VBO, que vous avez déjà dû voir plusieurs fois, hein, Vertex Buffer Object, avec aussi des Vertex Array Object, qui permettent d'instancier des zones mémoire sur le GPU, d'y stocker les données et pas d'avoir à renvoyer tout à chaque frame, hein, ce qui était le cas dans les versions préhistoriques d'OpenGL. On devait envoyer les coordonnées de chacun des points à chacune des frames. Euh, donc maintenant avec l'utilisation des VBO, je peux instancier un objet, le stocker sur GPU et juste demander le dessin de cet objet. J'ai pas besoin de renvoyer de données. Toutes les données sont déjà sur le GPU. Mais à ce moment-là, il y a une autre limite qui arrive, c'est aussi la mémoire, la quantité limitée de mémoire sur un GPU. Euh, donc ce qui est arrivé après, c'est de pouvoir laisser à la carte graphique le soin de créer de la géométrie à la volée. Parce que si on se débrouille bien, ça va être des calculs qui vont être massivement parallèles et qu'elle sait très bien faire. Et à ce moment-là, on stocke juste les données de contrôle sur le GPU et à chaque frame, on génère la géométrie entièrement. Elle est pas stockée, elle est régénérée à chaque frame. Il y a comment dire? Il y a plein d'exemples de ça, hein. Après, historiquement, en fait, c'est les premières versions de ce qu'on va appeler maintenant le Tessellation Shader, donc qui permet de générer ça. C'est des choses qui ont été faites, qui ont été un peu, j'ai envie de dire, hackées, enfin, trouver un moyen de détourner le fonctionnement du GPU. Et c'est notre ami Tammy Boubaker qui a proposé ça dans ses travaux à un moment donné, de dire, ok, on va faire c'est pas le seul à avoir travaillé là-dessus, mais qui a trouvé un moyen de générer de la géométrie. On dit voilà, on va prédéfinir en fait des noyaux, hop là, qu'on voit ici, de subdivision, et à la volée, on va choisir un de ces noyaux et l'utiliser pour faire le dessin sur la carte graphique. Ça, c'est fait sans Tessellation Shader, mais c'est une des grosses sources d'inspiration euh, de Tessellation Shader d'aujourd'hui. Ok. Donc l'idée c'est de dire que, par exemple, hein, un exemple tout simple, du CPU vers le GPU j'envoie un triangle plus une carte de déplacement, et le GPU ce qu'il va faire, il va tesseller le triangle, c'est-à-dire il va en fabriquer plein de petits morceaux, et il va déplacer chacun des sommets en suivant cette displacement map qui est une carte de déplacement classique. Aujourd'hui en fait dans l'implémentation actuelle, on va revoir où ça se place sur le pipeline, hein, mais du CPU vers le GPU en fait on va envoyer ce qu'on appelle des patchs, qui a un certain nombre de points qui vont être reliés d'une certaine manière. Le GPU, il va avoir deux appels principaux, un Tessellation Control Shader et un Tessellation Evaluation Shader. Entre les deux, il y a la Primitive Generation qui arrive, qui elle est faite non programmable. Elle est contrôlée par les autres shaders, mais elle est complètement non programmable. En termes de pipeline, c'est ce qui est ici. Hop là, voilà. On a dans un pipeline OpenGL, hein, on a notre géométrie qui est envoyée depuis le CPU, qui a été stockée dans un VAO avec plusieurs VBO. Premier appel qui va se passer, c'est le Vertex Shader. La sortie du Vertex Shader, habituellement, pour ce que vous avez fait sans tessellation, elle va arriver soit sur le Geometry Shader, soit directement à la rasterisation. Et quand on a une phase de tessellation, première chose qui se passe, c'est qu'elle arrive dans le Tessellation Control Shader. Puis la phase de tessellation arrive, on se retrouve dans le Evaluation Shader pour chacun des sommets qui a été tessellé. Et après, le pipeline continue, c'est-à-dire qu'on va retrouver le Geometry Shader ensuite. Généralement, quand on fait ça, la partie transformation qui était dans le vertex va se retrouver au niveau de l'évaluation parce qu'on préfère avoir une géométrie qui n'a pas été transformée dans la partie contrôle et dans la partie évaluation. Mais après, c'est à vous d'adapter en fonction de vos besoins. Ça ouvre tout de suite plusieurs choses. C'est que tout d'un coup, un patch n'est pas forcément un triangle. Et il n'y a pas de lien entre la géométrie qu'on envoie et la géométrie qui était scellée. Ça veut dire que je peux tout à fait envoyer un point et demander de tesseller un quad. Envoyer un triangle, ouais, envoyer un quad et demander de tesseller un triangle. Une des applications classiques, par exemple, c'est j'envoie les points de contrôle d'un patch de 4x4 carreau de Bézier et le Tessellation Shader fait un, un carreau de Bézier à partir d'un quad. La partie control shader, en entrée, elle prend un patch. Elle doit sortir absolument le niveau de tessellation.
Donc c'est-à-dire comment je vais subdiviser ma primitive, et elle peut calculer tout ce que vous voulez qui va être pour le patch. La partie primitive generation, elle va générer des sommets euh, qui vont arriver après dans l'évaluation, et l'évaluation, lui, va placer ces sommets. Elle peut accéder aux uniformes, mais pas aux voisins. Il faut que tout soit local, enfin, toutes les données qu'on ait à fournir aient été calculées par le control shader. Pour envoyer un patch, en fait, vous utilisez un VBO classique, le même type, juste qu'on dit je vais envoyer des patchs et non pas des triangles. Donc si vous utilisez directement les techniques, enfin les méthodes OpenGL, vous faites GL Draw Elements, GL Patch plutôt que GL Triangle. Euh, et préalablement à ça, il faudra dire combien mon patch a de points. C'est-à-dire que c'est pas forcément 3 comme les triangles ou 4 comme des quads. Vous pouvez dire que j'ai un seul. Chaque patch en fait c'est un seul point, ou c'est jusqu'à au moins 32 d'après la spec. Certaines cartes peuvent peut-être monter plus haut suivant les capacités de la carte. Ensuite, il y a le control shader qui va être invoqué. Donc il va être invoqué en fait une fois par patch. Je dis une bêtise. Non, une fois par sommet du patch, pardon. Une fois par sommet du patch. Il doit déterminer le niveau de tessellation qui va être externe, c'est-à-dire pour les bords de ce qui est tessellé. Et, ok. Et d'une certaine manière, alors j'ai écrit ça, je trouve que c'est un peu malheureux aujourd'hui. Il n'y a pas, euh, comment dire, un patch, c'est un certain nombre de points qui est envoyé au control shader. Et en sortie de ce control shader, il va y avoir une primitive qui est tessellée. Il n'y a pas forcément de lien entre les deux. C'est-à-dire que je peux faire un patch qui soit un point et que ça tesselle un quad, comme je l'ai déjà dit, ou un patch qui est un triangle et que ça tesselle un quad. En fait, dans votre code, euh, je vais montrer ça. Hop là. Dans un code de Tessellation Control Shader, voilà, ça c'est. Hop là, pardon, faut que j'arrive à zoomer et je sais jamais. Non. Ça c'est plus. Ok. Yes, je l'ai trouvé. Pour zoomer, dans un control shader, en fait, ici, vous allez donner quelle taille du patch en sortie. Donc le patch en entrée, enfin quelle la taille de la primitive en sortie, ça peut être 3 ou 4 ou 1 ou 2. Voilà. Votre patch en entrée, lui, vous l'avez configuré avec OpenGL. Et dans le Tessellation Evaluation Shader, hop là, on va zoomer encore un coup. Putain. Les raccourcis, c'est pas un truc, voilà. Ici, vous allez dire quel est le type de primitive qui est en sortie. Donc ça, vous dites mon évaluation, lui, il va fabriquer des triangles. Euh, et voilà. Bon, après, il y a tout le code qui est là qu'on regardera un peu plus en détail. Donc il y a une invocation du control shader par vertex de sortie. Par exemple, si vous dites que votre patch il a 3 vertex en sortie, bah, il y aura 3 invocations du control shader qui vont se faire pour chacun de ces choses-là. Est-ce que vous pouvez repasser? J'ai pas bien compris ce que c'est un patch. Alors, il y a le côté CPU, tu vas décrire ta géométrie et tu veux dire je veux la dessiner avec la tessellation. Et pour ça, on dit plus on dessine des triangles ou des quads, on dit on dessine des patchs. Et en fait, le patch, c'est le côté abstrait des données qui sont envoyées sur le GPU. Là, je vais montrer un exemple ici. Dans ce truc-là, si je me trompe pas. Attends, où est-ce qu'il est l'exemple avec les sphères? Ouais, tiens, ici on peut regarder celui-là. Ici, là on a un exemple avec un carreau de Bézier. Le patch, ça va être les points de contrôle. Donc D'accord. sur le code ici, voilà. Là il l'a fait à l'ancienne, hein, mais il fait begin patch. Déjà, chaque patch, ça va être 16 vertex. Patch begin, ça donne ça. Il met ses 16 vertex. Ok, d'accord. Ensuite, dans. Alors ici, lui, il a un langage un peu particulier. Bézier surface verte. On cherche le control shader. Voilà. Il dit chaque patch que j'ai dans mon control shader, c'est 16 vertex. Et donc ce truc-là va s'exécuter pour ces 16 vertex. Une fois qu'on a fait ça, pour un patch, il y a une primitive qui était scellée. Cette primitive-là, ça peut être un triangle ou un quad ou une ligne. Si je dis pas de bêtises, il n'y en a pas d'autres. Donc voilà, c'est ça. Pour chaque patch, donc pour chaque ensemble ici de 16
vertex. Dans cet exemple-là, il va y avoir un quad qui est tessellé. Il y a un deuxième exemple, un peu plus loin, pour bien remettre les idées, où ici, alors, est-ce qu'il y a l'exemple avec le code? Voilà. Ici, on dit que le patch, c'est un vertex. Donc un patch, un vertex. Et dans son code ici, on dit que j'ai un seul vertex en entrée. Et pour chaque vertex, il va générer une sphère. C'est-à-dire qu'en fait, il va générer un quad et le dessiner sous forme de sphère. Donc c'est un deuxième exemple de tessellation shader pour montrer un peu la versatilité. Je dis chaque patch c'est un point, un unique vertex, qui aura peut-être des valeurs uniformes ou des valeurs dans les textures en plus, hein, ou des valeurs de couleur ou de normal, ce que vous voulez. Et à partir de là, je vais dire je vais tesseller une primitive de base. Et cette primitive de base, ça va être un quad, et après il fait un calcul qui permet de, à partir de ce point, générer une sphère. D'accord, ok. Voilà, j'espère que c'est plus clair. En fait, c'est ça. Ouais, ça va, ouais. Et je pense que j'avais une petite approximation quand je l'ai dit. Donc on a en fait dans votre, c'est ça. En même temps que donc cette partie-là, quand je suis dans le control shader ici, je dis combien, quelle est la taille de patch. Et je pense que cette taille-là doit être compatible avec celle que vous avez spécifiée sur le CPU. Sur le CPU, vous Et dites le patch ouais. size, voilà 3, il faut que ce soit 3 aussi ici. Grand truc à bien voir, c'est que entre ces patchs-là, qui font une certaine taille, et ce qui était scellé, c'est vraiment, il n'y a pas forcément de lien, c'est à vous de faire le lien. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ici, on dit on Ouais, a un ok, triangle. d'accord. J'ai pris le C'est ça que pipeline le j'avais plus, pas. voilà, j'ai pris le pipeline le plus classique. J'ai un triangle en entrée, je tesselle un triangle. Donc au total, je peux avoir 64 par, enfin à peu près 64 par 64 triangles là-dedans. J'aurais pu sortir des quads. Et le seul truc qui change, c'est ici, je dis bah fabrique-moi des quads. Tant que dans, tant que dans ma partie tessellation, il y a tout ce qu'il faut pour. Je dis mon patch, ça c'est un patch. Ça veut dire que c'est un ensemble, il est quand même ordonné, hein. Je connais le premier point, je connais le deuxième point, je connais le troisième point. C'est un ensemble ordonné de points. Enfin, ensemble, ordonné. Si je le dis à la manière habituelle, c'est de vertex, mais c'est des données. Hop là. Pour un patch, on a un tessellation control shader. Donc c'est une invocation, hein. On n'a qu'un seul exécution dessus là. Et lui, il doit dire, il peut calculer tout ce qu'il veut, mais il doit donner, j'essaie de faire des trucs en français, il doit donner les niveaux de tessellation. Il sait pas encore ce qui tesselle, donc vous le savez parce que sinon ça va pas marcher, mais lui il a pas besoin de savoir ce qui tesselle, mais il donne les niveaux de tessellation. Après on a la tessellation évaluation shader, lui il dit est-ce que je tesselle un triangle, ou est-ce que je tesselle un quad, ou est-ce que je tesselle une ligne, ou est-ce que je tesselle plein de lignes. Donc voilà, voilà comment ça se passe. Et lui il va prendre les niveaux de tessellation, il va dire, par exemple si c'est un triangle, je vais prendre les trois premiers niveaux de tessellation, et je vais tesseller suivant niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et si c'est un quad, il va faire 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Et chaque fois, il y a un niveau de tessellation interne. C'est-à-dire que je vais vous faire sur un quad, c'est le plus simple à dessiner, hein, mais sur un quad, ça ressemble à quelque chose comme ça. Et à l'intérieur, on peut avoir quelque chose de plus fin ou de moins fin. Et donc, ça va générer ça. Comment dire ça. Donc, ça, c'est le tessellation evaluation shader qui dit comment il veut générer. Mais en fait, celui qui génère, c'est le primitive. Comment on l'appelait tout à l'heure? Primitive. Pop, je leur recherche le nom sur le pipeline. Tessellator. C'est le tessellator qui fait ça. Donc, Control Shader, il vous donne les niveaux de tessellation. Il va regarder dans l'Elevation Shader qu'est-ce qu'il attend comme forme. Et le tessellator sort ça. L'Evaluation Shader, lui, en fait, il est invoqué une fois par vertex tessellé. C'est-à-dire qu'il va être invoqué pour lui, puis pour lui, puis pour lui, etc. Et pour chaque invocation, il reçoit les coordonnées de texture dans la surface, là. Sur la surface. C'est-à-dire que, bon, je vais redétailler après, hein, mais à chaque invocation, ce Evaluation Shader, il n'a pas de conscience, de connaissance que vous êtes en train de faire une forme particulière, etc., ou que vous êtes sur un triangle. Il connaît la coordonnée, par exemple sur un triangle, il va connaître la coordonnée barycentrique sur le triangle, et c'est tout. Après, il a accès à toutes les données
que vous lui avez envoyé à partir du control shader. Donc c'est là où il peut recalculer sa position finale. Ok. Alors, pour continuer là-dessus, donc le control shader, il dit vertice égale patch size. Ça, c'est en fait combien de données il va sortir. Il a une invocation par vertex de sortie, donc il peut avoir comment dire, un tableau. Attends, hop, il a le numéro de la primitive pour lequel on l'invoque. Il a l'invocation, donc l'ID pour laquelle on invoque. Il peut avoir d'autres données et il peut avoir ces données par vertex d'entrée. C'est-à-dire que au moment de l'invocation, on peut accéder aux autres vertex du patch. Exemple ici. Ici, non, je m'en sers pas. Je regardais au cas où, mais non. Ici, là, j'accède juste aux données de l'ID courant. C'est quand j'ai dit que c'était l'invocation ID, mais j'aurais pu accéder, faire un calcul qui dépend de la position sur les autres ID, donc sur les autres sommets de mon patch. Donc, ça c'était le control shader. Il peut lire donc les cases correspondant aux autres invocations. On peut faire des fonctions barrières. Si jamais on doit accéder aux données qui sont calculées par les autres invocations. Euh, J'ai pas revérifié très dernièrement si ça avait changé, mais ces barrières-là doivent être uniquement dans le main et hors des flows, c'est-à-dire pas dans les for ni dans les if. Et avant tout return. Comme c'est fait par le compilateur, il faut vraiment que ces barrières-là soient sur des positions que tout le monde va rejoindre et pas que certaines invocations du shader ne pourraient pas passer par ces barrières. En sortie, on a des tableaux qui sont passés à l'evaluation shader. Donc toutes vos sorties d'un control shader, c'est sous forme de tableau. Vous n'avez pas besoin de déclarer la taille ici, mais il va être rempli pour chaque invocation à la bonne case dans ce tableau. Ces tableaux-là ne seront pas interpolés, contrairement à ce qu'on fait en général quand on a un geometry shader qui est envoyé au fragment shader. On reçoit, quand je fais une sortie pour chaque vertex sur une de mes primitives, mon fragment shader reçoit une seule valeur qui a été interpolée. Ici non, le evaluation shader il va recevoir toutes les données qui ont été calculées et c'est à lui de faire l'interpolation s'il veut le faire. Euh, le control shader il doit écrire seulement sur la case correspondant à son invocation ID. Il peut lire les autres, mais il n'a pas le droit d'écrire sur les autres cases. Donc c'est-à-dire que par exemple sur vertex coord, il peut écrire uniquement sur son invocation ID, on peut faire une barrière, et il peut lire les vertex coord des autres invocations. Donc une fois qu'on a fait ce contrôle, on arrive sur le primitive generation, qui est exécuté s'il y a un evaluation shader actif, qui est affecté par le niveau de tessellation qui vient du control shader, ce que je vous ai dit avant, par d'autres choses qui elles viennent de l'evaluation shader. Par exemple, en fait en début d'evaluation shader, tout à l'heure, ça allait vite, mais je dis on a des triangles, puis ici il va y avoir d'autres options. Cette option-là, par exemple, elle va dire comment on va faire la tessellation. Il y a plusieurs, il y a trois grands types, hein. Soit c'est equal spacing, soit on a deux fractional spacing. Bon, je vous montrerai des démos. Excusez-moi une seconde, je reçois des petits messages. Ok, j'ai mon fils qui est en vadrouille. Voilà. Après le chat, les enfants. Donc, je disais quoi? Oui, voilà. On a ici, on va avoir plusieurs manières de contrôler la manière dont ça se tesselle. Je vous ferai une petite démo. Euh, Donc c'est le Primitive Generation qui est affecté par ça, mais il va récupérer ces données en fait sur les deux étages de soit l'évaluation, soit le contrôle. Donc il récupère aussi le type de primitive, ça peut être isoline, triangle, quad, et il va définir aussi dans quel sens il va fabriquer ses primitives, clockwise ou counterclockwise. Une fois qu'on a ça, euh, bah, comment dire, ouais, comment contrôler le niveau de tessellation? Alors, je vais reprendre le schéma que j'avais sur l'autre présentation, mais on va se dire pour un triangle, on a trois niveaux externes et un interne. Pour les quads, on a 4 niveaux externes qui correspondent aux 4 bords et 2 internes, un sur chaque direction. Et pour des isolignes, on aura 2 niveaux externes, nombre de lignes et nombre d'échantillons sur la ligne. Après, dans la partie évaluation, vous récupérez un GL test cord, c'est ce qui est fourni par le Primitive Generation, qui va être les coordonnées de chacun des sommets pour chaque invocation. Par exemple, pour les triangles, ça va être les coordonnées paricentriques.
pour un quad, ça va être des coordonnées UV positionnées sur le quad. Et pour des lignes, ça va être position sur la ligne et quelle ligne. Lequel ligne étant normalisé entre 0 et 1. Donc c'est pas un indice, hein, mais c'est une valeur flottante qui correspond au numéro de la ligne. Tac. Alors maintenant que j'ai une démo, on va faire. Alors j'ai pas il y a des trucs qui me manquent pour faire une démo aussi bien que celle-là, mais je vais juste reprendre ça sur le triangle. Donc là il y a pour un quad. Ouais, pour vous donner l'idée, en fait, par exemple, si je dis je veux avoir un niveau de tessellation, si je mets 8, alors on verra exactement les valeurs, comment elles fonctionnent, mais disons que là je vais fabriquer 8 sommets sur cette ligne-là, je peux en mettre 4 ici, 2 ici et 3 ici. Ça me dit comment va être tessellé mon bord. Après, il y a l'intérieur du triangle, du quad ici, qui peut être tessellé de manière plus forte, soit dans une direction, soit dans l'autre, soit dans les deux. Et en fait, ça permet de faire des coutures entre différents patchs. C'est-à-dire que si j'ai deux quads qui arrivent l'un contre l'autre, il faut que pour qu'ils se collent bien, il faut que leur niveau de tessellation sur cette arête-là soit la bonne. Donc par exemple, je vais dire, si le patch d'à côté a une tessellation plus forte ou plus faible, bah, je vais me coller, je vais m'adapter à ça pour que ce bord-là matche bien, se colle bien. Et à l'intérieur, je vais pouvoir faire plus ou moins de triangles suivant ce que lui a besoin. Ok. Alors, démo. Démo, je vais désactiver quelques petits trucs parce que pour l'instant c'est un peu. Vous voyez bien là? Ouais, Vous ouais, voyez on bien? va bien. Oui, Ok. super. Parce que j'avais pas testé sur le en GL. Il faut que j'aille dans le control shader. Et control shader, j'avais fait une petite formule magique pour sortir les trucs, mais allez, return 1. Donc c'est une valeur flottante. Voilà. Donc ici, ça veut dire, alors j'ai un quad, non, j'ai un cube en entrée qui est formé par des triangles qui sont avec un bord un peu épais là. Et ça me tesselle dans les choses qui sont à l'intérieur. Alors ce que j'ai vu, c'est que si je mettais 0, hop là, ça marche pas. Donc il faut au moins avoir une valeur de tessellation voilà, différente de 0. Je pense qu'on peut mettre tessellation inner à 0, on va regarder, hein. Voilà, j'ai rechargé, ça n'a rien changé. Donc là, j'ai les trois hauteurs qui correspondent aux trois niveaux, aux trois côtés de mon triangle. Par exemple, je peux changer, hein, hop, qu'on voit ce qui se passe. Voilà, on voit sur ce triangle, alors, ce qui est étrange, c'est ça. Mon triangle il est comme ça. Sur le bord qui est ici, j'ai dit que je voulais un niveau 10. Donc si on compte bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est ça, il me fait 10 segments. Et les autres bords sont eux à 0,1, donc au minimum il fait 2 segments. Il vient rejoindre sur un milieu. Maintenant, si j'augmente l'intérieur, voilà. Vous voyez que les bords, eux, en fait, n'ont pas changé, hein. Il a toujours ses 10. Lui, il en a que 2 là. Par contre, il vient faire des sortes de strips ici pour tester l'intérieur. Ok. Ok. Là, on est bon. Je voulais montrer un autre truc. On a un contrôle sur la façon dont est subdivisé le triangle, ou à part le nombre de nouveaux triangles générés. J'ai pas compris. Qu'est-ce que tu voudrais contrôler? L'algo en fait qui fait Non, la c'est subdivision, c'est complètement j'imagine qu'il est fixé. optimal. Ouais, En fait, il n'y a pas de subdivision. Il n'y a aucune position qui est calculée. C'est clair d'accord. ça. C'est-à-dire que ce que je reçois, euh, en fait, ce que me détermine toutes les choses que je viens de montrer là, c'est uniquement un schéma. Je vais le faire sur un quad, c'est plus facile, hein. Mais c'est un quad entre 0 et 1. Ici, j'ai dit j'ai coupé par exemple je sais pas, je sais pas compter 1, 2, 3, 4, 5, en 6. Ici, je coupe en 2. Ici, je coupe en 4. Nous, on donne ça. Je coupe en 2. Ensuite, Ok, je dis à l'intérieur, j'ai coupé on va faire simple, hein, en 2 et 2. Ok, j'ai mis 2 et 2 sur mes deux autres levels, et c'est tout. Parce que ça, et à ce moment-là, mon primitive génération, il me fabrique tous les triangles qui vont bien. Il n'y a aucune position là-dedans, je sais pas si c'est clair. ouais, ouais, ok, Là-dedans, ok, il y a ok. que ça, et pour chacun, il va me donner un UV. Et après, j'arrive dans l'Evaluation Shader avec les UV, et c'est à moi de trouver les positions. Ok.
Ok, ça Donc là, marche. par exemple, Ça sur marche. celui-là, j'ai fait rien du tout. Enfin, j'ai fait une interpolation linéaire entre les positions des triangles. C'est-à-dire que l'Evaluation Shader, j'ai dit voilà, je prends coordonnées 0 fois V0 plus coordonnées Y fois V1 plus coordonnées Z fois VZ. C'est ce que j'ai fait pour toutes les valeurs que j'avais en entrée. Mais j'ai un autre exemple où je normalise ce truc. Non, c'est la deuxième qu'il faut que je commente. Si je normalise la position, c'est-à-dire que je la ramène sur quelque chose qui est une norme de 1, bah, ça me fait une sphère. Alors j'ai pas touché la normale, donc là, ça utilise la normale d'un cube avec la forme d'une sphère. Et tu vois bien que c'est à nous de contrôler la manière dont c'est positionné. Ce qui me permet de faire ici un truc plus sympa. Voilà, on peut générer une sphère comme ça. Et encore un truc à montrer là-dessus. Bon, je vais remettre un cube, hein, parce que ça se voit mieux sur un cube. Euh, voilà. Et est-ce qu'en termes de niveau de tessellation, on arrive à peu près à voir? Je vais juste vous montrer un peu les différentes choses qu'on peut faire ici. Donc on a dit il y a equal spacing. On va essayer equal spacing déjà. Ça n'a pas marché. Si. En fait, pour que ça fonctionne, pour que ça fasse quelque chose, il faut avoir euh, un niveau de tessellation non entier. Donc pour ça, j'ai fait une petite formule un peu voilà, qui permet, quand je vais zoomer ou dézoomer, il va rajouter ou virer des triangles. Ça, c'est la grosse utilisation hein, des shaders. La formule que j'utilise est complètement heuristique qui correspond à rien, c'était juste pour l'illustration ici. Donc si j'ai ça, quand je suis en equal spacing, à chaque subdivision qu'on va avoir, on voit bien que tous les points ils ont la même distance entre eux sur chacune des arêtes. Par contre, on peut dire j'ai envie de faire une subdivision, enfin une tessellation qui va être continue dans le temps. Donc on a un truc qui va être on dit fractional spacing, donc pas tout le monde a la même distance à chaque moment. Enfin, les différents points sont pas placés équidistants le long des arêtes de mon de mon patron. Je veux dire, on peut appeler ça un patron en fait, un patron de subdivision. Ça n'a rien à voir avec la subdivision dans l'espace. Mais sur mon patron de subdivision, si je mets du equal spacing, les coordonnées les coordonnées UV le long ici vont être équitablement réparties. Si je mets un des autres fractionnel, on va avoir des coordonnées de subdivision qui, vous voyez, qui vont grandir, qui vont faire quelque chose de continu comme ça. Vous remarquez qu'elles sont symétriques par rapport au centre, c'est-à-dire peu importe si vous avez le même niveau de subdivision fractionnelle le long d'une arête, peu importe que votre arête soit orientée dans ce sens-là ou dans ce sens-là, ça va bien se jointer, hein, parce qu'on est symétrique par rapport au centre. Et la différence entre fractionnel even et fractionnel odd, c'est qu'il y en a un qui va faire un nombre bien réparti pour la 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, et si je mets odd comme fractionnel, voilà, ici là on est mal réparti pour 6, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on est à 7. Mais je vais être bien réparti pour, alors il faut que j'arrive à trouver le bon niveau de zoom. Ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, à 7 on est bien réparti. Et si je vais à 6, en fait voilà, on n'est jamais à 6. C'est-à-dire que les moments où ça se rejoint, ça va être soit sur les nombres pairs ou soit pour odd, on est 1, 2, 3 sur les nombres impairs, et pour even, on est sur les nombres pairs au moment où ça se rejoint, là où il y a les subdivisions qui se rejoignent. Ok, et là on a un triangle, cool. Donc en fractionnel, on peut avoir un triangle ici, tout seul, et vous voyez comment ça se répartit. Très bien. Donc ça c'était, normalement j'avais ces petits screenshots pour montrer les différentes démos, qui est une démo que j'avais récupérée. J'ai récupéré uniquement les images. Donc, niveau de tessellation, on peut aller monter jusqu'à 64 en equal spacing, 63 en fractionnel. Donc on dit equal spacing, ça divise une arête en n segments égaux. Fractional spacing, ça va prendre le n entier n pair le plus proche pour trouver le nombre de segments à séparer. Et
En odd, ça prend, alors je pense que c'est 1 pair ici, le 1 pair le plus proche pour trouver le nombre de segments à fabriquer. Le fractionnel, hein, ouais, l'idée c'est de permettre d'avoir des transitions douces entre les niveaux de tessellation qui sont équitablement répartis. Et dans tous les cas, on a bien cette tessellation qui est symétrique, c'est-à-dire qui ne dépend pas du sens de l'arête. Maintenant, je passe à l'explication un peu plus sur le Evaluation Shader. Donc on a une évocation par vertex générée, on reçoit le UV sur la primitive, on calcule la position, au moins la position, et toutes les autres données qu'on a envie d'envoyer à la suite. Typiquement, dans l'exemple que je donne là, ensuite j'ai fait un Geometry Shader qui me permet de faire ces jolies arêtes, hein. Donc je calcule la distance au bord, enfin je calcule une valeur qui va être envoyée pour chacun des sommets des triangles qui sont générés pour avoir la distance au bord du triangle. Vous pouvez avoir la normale, etc. Un exemple tout simple ici. Côté GPU, on fait un GL draw patch. Côté CPU, on fait un draw patch. Un GPU, via le Tessellation Control Shader, vous faites la matrice modèle vers monde. Vous calculez le niveau de tessellation en fonction de la distance à l'écran. L'Evaluation Shader fait du displacement. Et après, le, vous vous retrouvez dans le fragment shader comme d'habitude. Généralement, quand on implémente avec un Tessellation Shader, le vertex shader devient un pass-through, c'est-à-dire qu'il fait juste la recopie de données. Exemple, voilà le vertex shader associé, hein. J'ai plusieurs données en entrée, elles ne servent pas forcément toutes ici, mais je fais uniquement de la recopie en disant la sortie qui va aller vers le. Donc j'ai mon input qui sont mes attributs ici, ma sortie qui va vers le tessellation, c'est l'input. Une question se pose lorsqu'on a plusieurs patchs pour avoir une belle couture. C'est-à-dire pour que les deux patchs ne fassent pas de discontinuité. Euh, le plus simple, c'est de se dire il faut que je détermine mon niveau de tessellation uniquement en fonction de l'arête ici. C'est-à-dire je peux prendre des choses qui dépendent du monde ou de facteurs de niveau de détail ou quoi que ce soit, mais les données qui correspondent au patch que je dois utiliser sont les coordonnées qui correspondent, enfin les données qui sont données par les sommets de l'arête. Si je fais ça, pour le patch d'à côté qui aura les mêmes arêtes, euh, qui aura la même arête ici, je devrais déterminer le même niveau de tessellation, et si j'ai bien le même niveau de tessellation, à ce moment-là la couture va bien se passer. Donc l'idée c'est que tous ces calculs-là doivent se faire au niveau d'une arête. Voilà, c'est aussi ça qui motive, hein, le fait d'avoir séparé en inner et outer. Attendez une seconde. Ouais, tiens. Il n'y en a pas un dans la chambre? Bon. C'était la pause enfant, qui a besoin d'un chargeur d'iPad. Ouais, ça motive aussi la séparation pour outer et inner. Ça veut dire que on va avoir le inner là, qui va être égal pour bien faire la couture ici. Non, la hauteur qui va être égaux sur chacun des deux. Et après, chaque triangle, lui, va pouvoir déterminer son niveau de inner de manière globale. Enfin, chaque triangle, j'ai dit, chaque patch de manière globale aux données du patch. On peut aller beaucoup plus loin comme je l'ai montré pour l'instant. C'est-à-dire un patch, ça peut être un objet, typiquement un point donne une sphère, un tore, etc. Ok, donc ça c'était mes petits slides d'intro. Ici, on a vu déjà pas mal de choses. Ok, concrètement, j'ai pas une démo qui claque plus que ça, mais on peut imaginer rajouter un tout petit peu de choses dedans. Tac, par exemple. Donc, en fait, je suis parti de mon shader plus simple matériau, c'était un blind foil, et je l'ai modifié pour lui ajouter un peu un truc de tessellation. Je pourrais dire que dans ma position, alors je suis dans l'Evaluation Shader, ok, je vais faire juste un petit test. Je vais modifier la coordonnée position plus égale. Normalement, je dois avoir. Alors, je vais mettre la position à la fin. Et je dois avoir ma normale à disposition quelque part par ici. Hop. Faire un petit cosinus de.
je fais un petit test pour voir si ça donne bien. Puis pour pas que ce soit trop grand, on va faire x0,1. Hop là. Et là, j'ai fait une faute de frappe. Et ça, c'était sûr. Donc, comme j'ai un super moteur, quand je fais une faute de C'est frappe, interp. interp, quand je fais une faute de frappe, ça pète tout. Il doit y avoir autre chose. Hop là. C'est ça de pas préparer ces démos. X is not a struct shellcode. Ah, test. Voilà aussi. Toujours pas. Bon, allez, dernier essai, si jamais ça passe pas, on laisse tomber. Interp. Ah, il y a encore interp. Interp ici. Si vous voyez d'autres erreurs, je vous invite à... Yes! Bon, ça varie pas assez. Vous avez vu que ça a décalé. Vu que j'ai fait quelque chose qui est en fonction de la normale et que sur chacune de mes phases j'ai une normale différente, eh ben, ça a décroché. Mais là, alors, T-score X, c'est un truc qui varie entre 0 et 1. Et ben, on va le booster un peu. Yeah! C'est bien moche, mais on a quelque chose. Alors, c'est là où on voit que quand mes coordonnées de texture elles changent, vu que j'ai pas assez subdivisé, on voit une sorte de blob là, de vague qui arrive. Je pourrais plus subdiviser. On va faire un truc bourrin. Voilà. Alors là, j'ai poussé un peu trop la vague. Donc j'avais fait un x100 ici, je peux faire un x10, ça devrait suffire. Voilà. Tada! Voilà le genre de choses qu'on peut faire facilement avec un Tessellation Evaluation Shader. J'espère que vous voyez ce que j'ai fait comme modif, hein, mais j'ai ajouté un petit offset qui dépend du cosinus de la coordonnée de texture qui est en fait la distance par rapport au premier point de mon triangle. On peut essayer un truc en live. Ça plante. Au cas où, c'était pour vérifier ça. Peut-être que il faut que je récupère. Ah, je vois que quelqu'un était dans la salle d'attente. C'est bon. J'ai perdu le fil. Je voulais faire une autre test. Si c'était ça. Regardez dans le control shader. Si en rajoutant un niveau ici. C'est ça. Et lui, hop. Est-ce que ça aide? Ouais. Donc là, j'ai bêtement. Donc ça fait un peu n'importe quoi, c'est normal. Mais j'ai généré des quads TCD à partir des patchs qui sont des triangles. Mais vu qu'après j'ai un Geometry Shader qui lui génère des triangles, bon ça me sort un peu n'importe quoi. C'est juste pour vous montrer que à partir du moment où dans le Evaluation Shader j'ai dit on prend des quads, et ben c'est des quads qui sont traités ici. Je remets des triangles. Tac. Ok. Alors, il me reste un truc important à vous montrer, qui est, je pars du control shader, on remodifie ça pour que ce soit variable. Ok. Alors, est-ce que vous avez vu, ça c'était encore plus vrai tout à l'heure, mais ça se voit quand même pas mal. Ici, quand j'ai une carte de déplacement là, bon, qui est générée cette fois-ci, mais si vous regardez les arêtes sur le bord, on voit que ça bouge. Parce que le schéma de subdivision, enfin, ou de tessellation, est quelque chose de fixe qui est pas du tout adapté à la géométrie. Il est fait de manière indépendante de la géométrie. Et donc, sur quelque chose de continu comme ça va créer une sorte de vague. Et il y a un super papier de recherche qui permet de tirer parti de la tessellation tout en ayant quelque chose de beaucoup plus continu là-dessus. Il faut que j'aille le chercher. C'est celui-là.
ok, ça j'ai la vidéo. D'ailleurs, avant de regarder celui-là, on va regarder une ou deux vidéos que j'avais préparées. Ok, dans les premières grosses démos, euh, juste pour montrer quand c'est bien utilisé sur les moteurs de jeu, enfin là c'est avec Uni-Engine, euh, sur ce qu'apporte la tessellation. Donc là on avait off, et là on vient de le rajouter. Donc c'est sur un moteur où il y a des artistes qui ont très bien travaillé pour définir toutes les cartes qui vont bien pour générer la géométrie de manière propre. Vous pouvez voir que tout le détail de géométrie, des pierres, etc. sont en fait dans des cartes de déplacement et la géométrie est générée par Tessellation Shader. Pareil sur le dragon que vous allez voir là, tous les détails de géométrie, tous les pics ici qui apparaissent sont générés par Tessellation Shader. Vous voyez que ça fait quand même un paquet de triangles en plus, hein. Alors on a l'impression que ça rame. Je pense que ça doit être sur la carte de celui qui a fait la capture. Ça pouvait ramer un peu. Disons que ça dépend de quel calcul vous faites, mais les cartes graphiques sont capables largement d'absorber un bon paquet de triangles avec cette technique. Vous voyez aussi la géométrie là, sur toutes les tuiles aussi, est générée comme ça. Ok, et celui-là, bah, c'est la même, zut. Ok. Elle date un petit peu, hein. J'avais téléchargé cette vidéo en 2014. Après, j'ai pas regardé s'il y avait beaucoup plus. En tout cas, ce papier-là, oula, il est pas passé en plein écran, zut. Vous le voyez ou non? Pas en entier. Ouais, mais pas en grand. Ouais, c'est bizarre ça. Alors, est-ce qu'il y a moyen de faire plus grand? Ça? Bon, je pense qu'il y a un truc entre la capture et si je mets plus grand, ça marche pas. Ok, on va rester comme ça, c'est lisible. Oui, 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 c'est bien. Ok, donc là il montre exactement, je suis en train de faire varier les niveaux de tessellation en fractionnel. Alors au début sur un triangle, hein, comme je vous l'ai montré. Bon, j'ai pas fait un joli slider qui permet de le faire, mais vous voyez les différents niveaux de tessellation, c'est exactement le schéma qui est implémenté dans les cartes. Là. Comme ça vous le voyez en complet, hein, de niveau 64 au niveau 0. Voilà ce qui se passe là c'est une sorte de terrain, hein, qui est constitué de 8 triangles. Et donc il y a une carte de déplacement qui vient bouger chacun de ces triangles. Ok. Donc ça, c'est voilà ce qui se passe avec le fractional hardware tessellation. Vous voyez sur les bords, là, ça fait des sortes de vagues et des mouvements un peu bizarres. Et eux, ils se proposent de revenir calculer en fait où est-ce qu'on doit déplacer en fonction de la géométrie du terrain. En fonction de la géométrie de ce qu'il y a en dessous, pour pas qu'il y ait ces glissements-là et qu'il y ait vraiment certains endroits où il y a des collapses. Euh, donc voilà, ça c'est leur méthode. Voilà. C'est-à-dire qu'ils utilisent vraiment la tessellation hardware, mais en ayant fait une sorte d'indirection entre les coordonnées de texture qui sont calculées avec les fractionnels et les vrais collapses à faire. Juste pour vous montrer que ici, vu qu'ils sont plus symétriques, là il y a toute une artillerie à mettre en place pour que les coutures se fassent bien. C'est que leur technique, la subdivision n'est pas forcément symétrique sur les arêtes. Donc là on est passé de la méthode classique à leur méthode où vous voyez vraiment que on a beaucoup plus de stabilité sur toutes les contours, etc. Donc bien sûr si vous tessellez à mort,
Ça change pas grand-chose. Mais pour les objets lointains et des choses comme ça, ici, ça va commencer à faire des trucs, des artefacts sur celui-là, et pas sur la technique. Alors je sais pas si c'est hyper visible, et il me semble qu'il fait un zoom après, mais non, je suis pas 100% sûr. Ok, vous allez le voir ici aussi, regardez là. On va avoir beaucoup plus on va dire de vagues, de wobbling, que sur la version stabilisée. Faut les voir les artefacts là. Ok, et pour finir, ouais, c'est sur celui-là, normalement on va bien voir l'œil qui va commencer à déconner. Ouais, moi je les vois pas des masses là parce que c'est pas assez zoomé. Ouais, là ici vous voyez, c'est comme si ça glissait. Des choses qui se passent pas, de manière pas très, comment dire, un peu malheureuse. Alors que sur leur méthode, qui va venir chercher où est-ce que je dois et comment est-ce que je dois faire mes différents splits et mes différents merges de vertex. Là, on est vachement plus stable et on récupère bien la forme et les silhouettes. Ok. Ça c'est fait. Le papier, il est ici. Il s'appelle Multi-Resolution Mesh for Feature Aware. Feature Aware Monsieur, Ouais, vous pourrez nous envoyer la vidéo qu'on la regarde en grand écran? Parce que j'avoue que ouais, j'ai pas ouais, beaucoup celui qui se voit vu. pas. En fait, c'est pour ça que je mettais le papier là et je me demande s'il y est déjà sur Moodle ou pas. On va aller voir ça. Vous êtes lesquels? Ceux-là. Les meilleurs. Les meilleurs, c'est ça. Il est là. Et là, ça amène là-dessus. Parfait. Donc il est déjà sur Moodle, sur multi-résolution mesh, que j'avais mis en 2018. Je vais pas tous les remettre pour cette année, hein. Pour cette année, on a déjà mis quoi? Physique B Shading Theory Practice. Ça, c'est Mathias qui a mis ça, c'est pas moi. Possible. Il vous a mis ça au programme. Parce que moi, c'est quand j'ai marqué à lire ici, c'est au programme de l'examen. Ça me paraît. Ouais, je vais pas le rajouter. Bon, je le mets pas au programme de l'examen, mais vous pouvez aller le lire. Il est référencé ici et date de 2000. Combien? Zut. Vous faites tessellation. 2016. Et vous l'avez. Donc là, il y a le papier ici. Et si vous cliquez sur la petite icône là, vous arrivez sur Vimeo. Voilà. Et pour le papier, je vais regarder rapidement. Il y a vraiment cette histoire d'arriver à encoder. Comment dire? Excusez-moi, Oui, monsieur. Vous avez dit que ce qui était marqué à lire, c'était au programme de l'examen. ouais. Parce que je pense que je suis pas le seul qui n'avait pas compris ça, en fait. Pourquoi? Je sais pas. Oui, souvent, il y a des PDF, mais généralement, c'est plus. Enfin, moi, je le voyais plus comme pour en apprendre plus et Bah pour non. ceux qui s'intéressent, non? Aïe, aïe, C'est aïe. à lire, c'est à lire. À Quelques lire, c'est à titres lire, en hein. lien avec le cours, ça c'est pour aller plus loin. D'accord. Mais normalement, c'est moi qui. Je sais pas pourquoi c'est Mathias qui a mis des papiers. Bon. Mais a priori, oui, ça fait partie. J'ai pas regardé. Donc, Je suis étonné. Je vais vérifier avec Mathias que vu que c'est ouais. lui qui a mis ces liens-là. Moi, quand je Donc mets les papiers. ça, c'est pour l'examen dans 2 semaines, donc. Ouais. Mais faut que je regarde ce qu'il Ok. a mis. À confirmer. Allez. Et il faut lire en entier, du coup. Ah, je vais confirmer parce que peut-être qu'il y a trop de. Ouais, non, mais ça va. Ah non, c'est bon, ça va, c'est pas long. Il y a pas grand-chose là. Par contre, Ah, ça celui-là. devait travailler l'anglais. Oui, de toute façon, vous avez besoin de travailler l'anglais. Et sur celui-là, ça m'embête plus là. Celui-là, il peut pas être au programme de l'examen. De toute façon, il y a tellement de trucs là-dedans sur un cours comme ça. Normalement, alors, normalement, il y a un ou deux papiers qui sont au programme de l'examen, qui sont introduits en cours et que vous devez creuser un peu de votre côté. Euh, et pour moi, c'était, par exemple, l'année dernière, il y avait Bent normal et
Et l'autre c'était le One Boon Sun Direct Illumination, là, les deux qu'on on a vus là, au dernier cours. Euh, ou non, il y a... Je sais plus quand est-ce qu'on l'a vu au premier cours qu'on a fait ensemble. Celui-là, il était au programme il y a 2 ans, ouais. Après, vu que là, je pense que c'est Mathias qui a ajouté, et peut-être qu'il n'avait pas fait gaffe que ce que je considère. En tout cas, à lire, ça veut dire qu'il faut le lire. Et tout ce que vous faites fait partie du programme de l'examen. Ok, moi je crois que j'ai à peu près fait le tour de tout ce que je voulais raconter là-dessus. Alors, on est bien trop tôt pour s'arrêter, hein, on va trouver d'autres choses à raconter. Mais en tout cas, en termes de tessellation et d'utilisation de la tessellation, c'est bien pour moi. Je voulais juste dire aussi, oui, que il y a plusieurs choses à voir. En termes de calcul, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Mais je pourrais dire en utilisation classique. Donc là, par exemple, sur cet exemple-là, la normale n'est pas modifiée. J'ai modifié la géométrie. Et la normale, c'est celle d'origine. Si je veux avoir un bon rendu, il faut aussi que je modifie la normale. Il y a une question qui se pose, c'est par exemple quand j'ai une normale map qui est exprimée en fait dans un repère qui va être propre au patch en général, parce que je vais dire que c'est propre aux tangentes et bitangentes du patch. C'est cette normale-là que j'utilise tout le long de mon rendu. Et je dois pas la remettre comment dire, dans le repère des triangles qui sont tessellés. Je vais vous faire un petit dessin pour ça. Donc, vous me dites, hein, mais normalement, une normale map, je dis ok. Ce que j'ai là, j'ai une normale par sommet. Puis ici, je vais avoir une carte de normale qui va me dire, je vais avoir des normales qui peuvent aller dans tous les sens, comme ça. Ça veut dire qu'en fait, même si j'ai une géométrie qui est plate, c'est comme si j'avais des micro-variations de géométrie. Ça, et ces micro-variations, on l'encode dans une normale map. On appelle ça aussi, enfin, il y a une autre type d'encodage qu'on appelle bump map et qui maintenant est à la mode parce que c'est ce qu'on appelle les displacement map. Bien sûr, tous ces termes-là ont des traductions en français, hein. Carte de déplacement et carte de normale. Et bump, en fait, c'est carte de déplacement parce qu'on c'est juste que c'est pas les mêmes gens qui l'ont fait, ils ont trouvé des noms différents. Donc, attendez une seconde. Je pense que mon fils est rentré. Attendez. Où est-ce qu'il est le mute avant que je me mette à crier? Ouais, je suis encore en cours. Voilà. Donc, l'idée là, c'est que la normal map, on va pouvoir s'en servir comme normale sur la surface au moment de calculer l'éclairage pour ajouter les variations d'éclairage dues à la normale sans avoir de variation de géométrie. Vous voyez que quand j'ai une normal map, la normale que j'ai sur ce point-là, c'est bien celle qu'il faudrait utiliser sur ma microgéométrie. Et donc si j'ai une carte de déplacement, il faut bien que j'utilise la bonne normale ici. Ça, c'est vrai la plupart du temps. C'est-à-dire qu'on va se dire j'ai une normale map qui contient la bonne normale et j'ai une carte de déplacement qui va potentiellement créer de la géométrie avec la tessellation, qui va toujours utiliser la normale directement dans la normale map et calculer dans le repère de ma surface de base, pas dans le repère ici. Parce que si j'utilise la normale, que je la repositionne dans le repère qui serait ici, elle deviendrait tordue. Il y a une limitation, c'est que si je fais un tessellation shader qui vient créer des discontinuités ici, la normale que j'aurais eu dans une normale map, qui aurait pu être celle-là, serait stockée là, je peux pas l'utiliser partout. Donc à ce moment-là, on pourrait imaginer avoir d'autres choses qui viennent générer ça correctement. Ok, et l'autre chose qui se fait aussi beaucoup, enfin que vous pouvez avoir en tête, c'est que souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a des graphistes qui vont venir fabriquer une surface détaillée, qui elle va être plus ou moins automatiquement, suivant le logiciel utilisé, etc., reprojetée sur une surface bas détail pour stocker la normale et le déplacement. Et c'est comme ça qu'on va avoir des bons patchs pour avoir des jolis assets pour le rendu. Si je peux vous montrer un truc aussi qui est comment j'ai fait ces bords là. C'est un truc classique pour dessiner des bords. C'est que pour chaque point de mon triangle, j'ai mis une coordonnée G-dist qui a 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Vu que ce truc là va être interpolé, cette valeur là va être interpolée sur les trois sommets de mon triangle, ça veut dire que
sur un premier sommet, j'ai que du vert, je vais interpoler vers que du rouge, j'interpole vers que du bleu. Ça me permet de ça me permet de trouver à quelle distance je me trouve du bord. En prenant le minimum de x, y et z, ça me dit la distance au bord le plus proche. Avec ça, je peux fabriquer une valeur entre 0 et 1. Là, j'ai mis un petit smooth step pour faire un truc avec un bord, enfin avec une petite variation. Et ça permet d'utiliser cette valeur comme étant un coefficient pour faire, pour faire du noir sur les bords. Et la preuve qu'il y a quelque chose en gpatch distance, c'est qu'on fait la même chose au niveau du patch et on a bien quelque chose qui s'affiche. Donc là, on a les coordonnées UV de chacun des patchs. Donc on peut se servir de ça aussi pour faire n'importe quel calcul qu'on voudrait, pour les calculs de normal, pour des accès aux textures, pour ce que vous voulez.